Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Bonjour Michel. Bonjour Laurence. Merci d'être là pour une heure d'actualité avec votre point de vue de philosophe. On va commencer, Michel, par évoquer la triste actualité de la semaine avec la mort d'une petite fille de 11 ans, Louise, collégienne à Épinay-sur-Orge, qui a été retrouvée assassinée après des dizaines de coups de couteau. Le principal suspect a avoué les faits. Le niveau de violence est-il un marqueur sociétal pour vous? On va l'évoquer, notamment lorsqu'il concerne des enfants. Je pense aussi au petit Elias, 14 ans. Ses parents ont publié une bouleversante lettre ouverte dans laquelle ils estiment que leur fils est mort en raison d'une impunité, que l'État n'a pas su protéger ses citoyens. La sécurité est pourtant la première des libertés. On va évoquer ce thème avec vous, Michel, dans un instant. Le grand sommet de l'intelligence artificielle à Paris, à l'initiative d'Emmanuel Macron, avec des investissements privés de l'ordre de 100 milliards d'euros, mais avec un refus cinglant de la part des Américains et des Britanniques de signer pour une IA éthique et inclusive. On va voir avec vous ce que cela recouvre. Et puis vous avez beaucoup apprécié, Michel, la petite vidéo mise en ligne sur les réseaux sociaux par le chef de l'État pour illustrer les dangers de l'intelligence artificielle. J'ai assez hâte de vous entendre à ce sujet. Un petit détour par l'omniprésence justement des écrans pour les enfants. Faut-il interdire, encadrer, favoriser? Les experts recommandent toujours l'interdiction des écrans avant 3 ans. Qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il apprendre aux enfants à se servir des écrans, notamment à l'école? Ces enjeux sont mêlés bien sûr à l'irruption de l'IA, l'intelligence artificielle, dans la rédaction des copies. Autre sujet intéressant, cette semaine, le chef de l'État a proposé son vieil ami Richard Ferrand pour devenir le prochain président du Conseil constitutionnel. Faut-il y voir un nouvel avatar de la République des copains? Tous les présidents de la République ont nommé des proches à ce poste, plutôt que de vrais juristes. C'est ça qui pose question. On verra ce que vous en pensez. On s'interrogera aussi sur la République des juges qui paralyse aujourd'hui, dans certains cas, l'action publique à force de normes et de surnormes. Pourquoi notre droit ne protège plus les Français? Eh bien justement parce qu'il est surplombé par des instances différentes, Cour de cassation, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice de l'Union européenne. Je sais que c'est un de vos thèmes favoris. Et puis un tout petit mot sur les Français qui sont parmi les peuples les plus pessimistes d'Europe. Non pas pour leur sort individuel, Michel, mais pour le sort de leur pays. Pourquoi une telle perte de confiance dans l'avenir de la France? Qui sont les responsables de cet état d'esprit? C'est au menu de nos débats aujourd'hui. Ça vous va, Michel? Parfait. On va commencer par le plus triste, par cette violence de la société qui nous explose au visage chaque semaine. Le principal suspect dans l'enquête sur le meurtre de la petite Louise, 11 ans, à Épinay-sur-Orge, est passé aux aveux. C'est un homme de 23 ans, connu pour des accès de violence. Sa petite sœur avait déposé une main courante contre lui il y a 2 ans. Il aurait, d'après ce qu'il dit en tout cas, assassiné Louise pour se calmer, et je mets des guillemets évidemment, après une partie de jeux vidéo perdue. Écoutons ce que nous a dit le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin. Il déclarait aux enquêteurs que, très en colère, après une dispute avec un joueur en ligne, il sortait de son domicile, vêtu de sa doudoune noire dans laquelle se trouvait habituellement, selon lui, un couteau de type Opinel. Son intention était de voler ou de racketter une personne pour se calmer. Il rencontrait fortuitement Louise, qu'il ne connaissait pas. Il repérait son portable qu'elle portait autour du cou et décidait de la suivre. Il l'attirait dans le bois des Templiers sous le prétexte d'y avoir perdu un objet. Arrivé dans un coin tranquille, il lui disait qu'il allait fouiller ses affaires pour lui voler de l'argent en la menaçant avec un couteau. Alors qu'il voulait fouiller son sac, elle se mettait à crier. Paniqué par ses cris, il la faisait tomber à terre et lui portait plusieurs coups de couteau. Voilà pour ce que disait le procureur de la République d'Évry, Grégoire Dulin. Quand vous entendez ça, Michel, qu'est-ce qui vous frappe en premier? D'abord, le procureur ne fait jamais que dire ce qu'a dit le garçon. Bien sûr. Et on découvre le cerveau d'un détraqué. C'est un détraqué. Et les cerveaux, on ne naît pas avec un cerveau de détraqué, on l'acquiert. On est avec un cerveau qui est une espèce de cire vierge sur laquelle on met quelque chose ou on ne met rien. Moi, je suis de la génération où on m'apprenait la morale. Et on me l'apprenait à l'école, avec une institutrice très laïcarde, très de gauche, mais qui écrivait sur le tableau chaque matin une phrase « Tu ne tueras point », par exemple. Quand ça n'était pas mon institutrice, c'était le prêtre du village. Et quand ça n'était pas le prêtre du village, c'était mes parents, qui disaient tous les trois la même chose. C'est-à-dire que tous ces repères se sont effondrés. Tout ça s'est effondré. C'est-à-dire l'instituteur, le prêtre, le père, tout ça a disparu. D'ailleurs, dans la famille, il n'y a plus forcément un père. Si le père est là, on lui dit « Mais de toute façon,
C'est jamais qu'éventuellement la cinquième roue du carrosse parce qu'il n'y a plus d'autorité parentale ou paternelle. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Éventuellement, c'est un beau-père. On dit au beau-père, t'es qui, toi, pour me faire la morale, la loi, etc. Donc, il n'y a plus de parole d'autorité qui serait susceptible de dire tu es un animal, nous sommes des animaux. Darwin nous en a fait la démonstration. Et un animal, c'est un animal de territoire. Ça connaît le sexe, la reproduction, la mort, le combat ou ce genre de choses. Donc on dit tu ne tueras point, c'est aussi vieux que les hommes, la morale de ces hommes-là. Ça a été dit évidemment par le décalogue, par les juifs, puis le christianisme a repris tout ça. Ça ne s'enseigne plus. C'est-à-dire, à une époque, quand vous vouliez remettre de la morale à l'école, on estimait que vous étiez un fasciste, un dangereux réactionnaire, conservateur, etc. Ou etc. Moi, je veux bien qu'on interdise la morale à l'école, mais alors, il y a une autre morale qu'on enseigne. Parce qu'on enseigne le tri sélectif à l'école, parce qu'on enseigne l'amour du lointain, parce qu'on enseigne le respect de la planète, parce qu'on enseigne toutes ces choses-là. Alors pourquoi est-ce qu'on fait une espèce de morale collective de la gauche culturelle, pour utiliser la belle formule de Jean-Pierre Le Goff, pardon, c'est pas le même. Et effectivement, il y a dans le cerveau de ces gamins-là une espèce de pâte à modeler. De bouillie, parce que là, il dit, je voulais voler, racketter pour me calmer. Mais comment on peut arriver à dire ça, en fait? Il a 23 ans, il vit chez papa-maman, il fait un BTS et il passe son temps à faire être sur les jeux. Mais tous ceux qui font ça ne sont pas des meurtriers en puissance. Il y a un tas de gens qui posent des problèmes parce que leur cerveau n'a pas été fabriqué, y compris ces jeunes dont on ne parle pas beaucoup. Enfin, tous ces jeunes qui n'arrêtent pas de consommer des pétards, tout ça, c'est très festif, c'est très, etc. Mais c'est extrêmement dangereux pour la santé. On déclenche un nombre incroyable de schizophrénie avec des consommations de hashish assez régulières chez certains. Moi, je connais des 2 amis dont les 2 enfants ont des graves problèmes de santé mentale parce qu'effectivement, ils ont consommé du hashish. Donc, c'est aussi à mettre en relation, c'est-à-dire, 1, pas de morale, et 2, une espèce de sauvagerie primitive du garçon qui dit « mais moi, je n'accepte pas de perdre ». Moi, je vois bien avec mes petits-enfants. Aucune capacité à réfréner sa pulsion de mort, en fait. Oui, mais les parents ont fait quoi dans cette aventure? Moi, je vois bien avec mon petit-fils, tout au départ, quand on a commencé à jouer, il ne voulait pas perdre. Et j'étais obligé de lui expliquer qu'on ne gagnait pas tout le temps. Et j'ai vu d'ailleurs la mauvaise foi chez un enfant, comment ça surgit. Et quand il avait ostensiblement perdu, il disait qu'il avait gagné. Et ça faisait rire un peu autour de lui. Je dis ah non, ça ne me fait pas rire du tout. Je vais t'expliquer que gagner, perdre, ça fait partie du jeu. Et qu'en même temps, perdre, c'est pas le bout du monde. Mais si on n'enseigne pas ça, on a une intolérance à la frustration. Et là, il faut que je me venge sur quelqu'un. Comme par hasard, j'ai un couteau dans mon vêtement. Sors. Et comme par hasard, je vais racketter et je vais tuer une petite fille. Voilà. Il se passe des choses dans le cerveau d'un certain nombre de jeunes qui est problématique. Et puis, quand même, pour questionner les parents dont on croit savoir qu'ils font partie de la bourgeoisie. Il y a quelqu'un qui est DRH dans cette aventure. Il y a quelqu'un qui... Ils ont été mis hors de cause pour l'instant. Les parents. Quand vous avez fabriqué ce genre de monstre, vous êtes un peu coupable ou responsable aussi, quoi. On imagine aussi leur détresse, parce que... Oui, mais on n'arrive pas 23 ans dans cet état-là sans que ça se découvre d'un seul coup. Tout le monde dit d'un seul coup. Bien sûr, il y avait des antécédents, je l'ai dit, sa petite sœur avait déposé une main courante contre lui. Voilà, on fabrique des cerveaux, ou on ne les fabrique pas, on les détruit, on les déconstruit aujourd'hui. On est étonné, parce que j'entends parler parfois sur les plateaux du mal, du diable, etc. Les chrétiens avaient une belle formule, une belle idée, ils ont toujours d'ailleurs, c'est le péché originel. C'est ce que Kant appelait le mal radical. Il y a ça chez tout le monde, il y a la bête en chacun, il y a toujours un cerveau reptilien. Et si le cerveau reptilien n'est pas retenu par un cortex, c'est-à-dire par des gens qui nous aident, qui nous élèvent au sens étymologique, qui nous prennent là où nous sommes, et qui nous disent non, tu ne le fais pas. Tu as envie de frapper, c'est normal, tu es un animal, mais tu te retiens parce qu'un homme, ça s'empêche. On n'apprend plus à l'homme de s'empêcher aujourd'hui. Écoutons juste encore Thibault de Montbrial, président du Centre de réflexion sur la sécurité intérieure. Lui, il estime que nous vivons une violence endémique. Aujourd'hui, autour d'un établissement scolaire, il y a 3 menaces. La première, c'est la menace du prédateur contre les enfants, qui est une menace séculaire et qui malheureusement a toujours fait partie des sociétés humaines, mais c'est pas pour ça, évidemment, qu'il ne faut pas tout faire policièrement et judiciairement pour la minimiser. La deuxième, c'est la menace terroriste, qui a fait une entrée brutale dans la France contemporaine depuis une dizaine d'années. Et puis la troisième, c'est sans doute la plus terrible en termes sociétal, c'est que désormais, il y a une violence des jeunes et des mineurs absolument terrifiante, avec une banalisation absolue d'un passage à l'acte avec des armes blanches, d'homicides, de tentatives d'homicide, de lynchage. Voilà pour Thibault de Montbrial. Est-ce que cette violence des mineurs est un marqueur sociétal pour vous, Michel Onfray ?
Oui, parce que c'est ce que je viens de dire, c'est-à-dire que quand on n'éduque pas ces enfants-là, ils ne connaissent que la loi de la jungle. Semble-t-il, ce garçon, il avait l'air d'être obsédé par la racaille. Il voulait être racaille. C'est un fils de petit bourgeois, mais en même temps, il voulait passer pour une racaille. Vous imitez ce que vous entendez, ce que vous regardez, ce que vous voyez, puis à la télévision, on vous fait savoir que vous allez donner un coup de couteau, mais que globalement, vous allez avoir un rappel à la loi, qu'éventuellement, on va vous demander de repeindre les murs de la mairie, que vous allez faire un stage de citoyenneté. Vous dites, finalement, c'est pas grand-chose. On a le droit de faire ce genre de choses. Mais il faut le faire, ce geste quand même qui consiste à rentrer une lame et puis à ne pas faire qu'un seul coup de couteau. C'est-à-dire, il y a des images parfois sur le net sur des criminels de ce type-là. Alors évidemment, sur certains sites, mais pas d'autres, parce qu'il ne faut pas montrer ce genre de choses. Mais même les animaux ne font pas ça. Quand on voit des gens s'acharner comme ça, on se dit, mais quel type de cerveau on a bien pu fabriquer. On est sur CNews et sur Europe 1 avec vous, Michel Onfray. Je pense aussi au meurtre du jeune Elias, qui a été assassiné le 24 janvier dernier par 2 délinquants récidivistes mineurs. Ses parents ont écrit une lettre bouleversante cette semaine. Ils disent Elias est mort en raison d'une impunité dans laquelle se sont sentis 2 mineurs, malgré une prise en charge éducative et pénale. La mort de notre fils démontre que l'État n'a pas su protéger ses citoyens. C'est le sentiment, encore une fois, qu'ont de très très nombreux Français. C'est que l'État ne protège plus ses citoyens. On ne peut pas demander à l'État non plus de faire tout et de dire l'État ne peut pas tout. Non. Vous pouvez pas. C'est-à-dire, il y a des parents qui n'ont pas fait le boulot. Et puis, il y a aussi une éducation nationale qui, depuis 50 ans, ne fait plus le boulot. Oui, mais là, en l'occurrence, c'était 2 délinquants mineurs récidivistes. Oui, mais là, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Qui ont attaqué un jeune à coups de machette. Oui, mais qu'est-ce qu'on a comme réponse judiciaire à faire là? Je vous disais tout à l'heure, vous avez des gens qui disent, c'est des adolescents, ils sont un peu paumés, il faut les aider. Et puis, toujours cette espèce de jurisprudence de gauche qui consiste à dire, occupons-nous d'abord des bourreaux, les victimes, ça compte pour 0, quoi. Il va falloir qu'on s'occupe de ces enfants, mais qu'est-ce qu'on fait des parents qui, eux, ont perdu leurs enfants, des parents, des amis, des chéris, de tous ceux qu'on laisse veufs ou dans la douleur et de la souffrance jusqu'à la fin de leur existence, quoi. Cela n'existe pas. Donc il y aurait une inversion à faire des choses, une inversion des valeurs en disant mais il faut se soucier quand même aujourd'hui des victimes, de ceux qui se prennent des coups et pas de ceux qui en donnent. Et quand on nous dit aujourd'hui mais il faut, on est en train de dire on va faire une intelligence artificielle qui va être planétaire, mais on est incapable de faire une prison en moins de 7 années. Vous vous rendez compte? Minimum. Oui, c'est ce qu'on m'a dit l'autre jour. 7 ans pour faire une prison. Vous dites, c'est pas compliqué. Si vous demandez à des privés, vous dites, vous allez privatiser la prison en disant, évidemment, on fait pas n'importe quoi, n'importe comment et avec n'importe qui, mais on va pas mettre 7 ans à fabriquer des prisons. Mais simplement, il y a une volonté politique pour ça. Il n'y a pas de volonté politique. Et j'y reviens, il n'y a pas de volonté politique parce que ça n'est pas une priorité de l'Europe. C'est-à-dire l'Europe de Maastricht, elle nous dit laissez rentrer tout le monde, il faut que tout le monde puisse venir, etc. Et puis après, il y a des conséquences. Vous ne pouvez pas arriver de votre village, je suis en train de lire le trajet d'un garçon là, qui a quitté le Mali et qui est arrivé à Caen, quand vous avez traversé tout ce que vous avez traversé, puis vous dites, vous arrivez là, et puis vous faites quoi? Alors pour certains, là c'est pas le cas, moi ils parlent français, mais je veux dire, ceux qui ne parlent pas le français, ceux qui n'ont pas de travail, qu'est-ce que vous faites quand vous arrivez dans la ville de Caen? Évidemment, vous allez faire de la délinquance, vous êtes délinquant, il faut vivre au quotidien. Vous avez besoin d'aller aux toilettes dans un café, il faut rentrer dans un café, il faut acheter un Perrier il faut de l'argent. Et il faut de l'argent partout, tout le temps, en permanence, il faut vous loger. Vous pouvez aussi travailler. Pardon? Vous pouvez aussi travailler. Pas quand vous êtes dans l'illégalité. Si vous êtes sans papier et que vous cherchez du travail, normalement, vous ne devriez pas en trouver. Donc tout s'explique, il y a toujours des causalités. Et les causalités, si vraiment on veut y toucher, on peut y toucher. Or, on ne veut pas, il n'y a pas de volonté vraiment de toucher. Parce qu'en gros, celui qui dit tout haut ce que Macron pense tout bas, c'est Mélenchon. La créolisation, c'est le projet de l'Europe maastrichtienne. Lui, il le dit avec sa gouaille, il dit maintenant la France, hop, on la met à la poubelle, c'est une vieille France, c'est une France rance, j'entends aussi les socialistes qui continuent avec cette idée de France rance, mais quelle platitude intellectuelle, quelle bêtise intellectuelle que de reprendre la France moisie, la France rance, enfin les expressions de Solers, qui d'ailleurs disait que la France était moisie parce qu'elle n'aimait pas les bons auteurs, elle n'aimait pas par exemple Céline. Ah oui, Céline qui écrit Bagatelle pour un massacre, l'école des cadavres, il aurait fallu aimer les pamphlets antisémites pour pouvoir ne pas faire partie de la France rance. Il faut aussi se renseigner sur la façon qu'avaient soit Solers de penser, soit tous ces gens qui aujourd'hui retrouvent du rance et du nauséabond partout. J'ai vu l'autre jour Olivier Faure. Ça pue tout le temps pour ces gens-là. C'est quand même incroyable cette façon de renifler les gens. On leur demande pas d'avoir le rhinencéphale, c'est un truc d'animal ça. Il y a un cerveau, monsieur Olivier Faure, plutôt que de voir des trucs qui puent partout comme ça en permanence. Donc tout ça est problématique.
Voilà pour Michel Onfray qui a expédié les affaires courantes de Monsieur Olivier Faure. Oui. Michel, on a parlé de cette violence endémique de la société. On va parler maintenant de l'intelligence artificielle. Il y a eu un grand sommet à Paris cette semaine. 61 pays réunis qui ont signé un texte pour une intelligence artificielle ouverte, inclusive et éthique. Alors ça a fait bondir les Américains et les Britanniques qui ont refusé de signer, évidemment. Ils dénoncent surtout les excès de la régulation que veulent mettre en place les autres pays. On va écouter le vice-président américain, J.D. Vance, qui a douché les espoirs d'Ursula von der Leyen, votre amie favorite, et d'Emmanuel Macron en refusant de signer le texte. Nous sommes fermement convaincus que l'IA doit rester libre de tout parti pris idéologique et que l'IA américaine ne sera pas détournée pour servir d'outil de censure autoritaire. Cette administration veillera à ce que la technologie américaine d'intelligence artificielle continue d'être la référence mondiale et à ce que nous soyons le partenaire de choix pour les autres pays et certainement pour les entreprises à mesure qu'ils étendent leur propre utilisation de l'intelligence artificielle. Michel Onfray, c'est très intéressant ce que dit J.D. Vance. Il dit attention à la régulation parce que ça revient en fait à la censure. Oui. Vous êtes d'accord avec ça? Mais bien sûr. Mais en même temps, ils sont tous rigolos là, mais ils sont tous des censeurs. Oui, bien sûr. C'est pas nous, on n'est pas des censeurs, c'est vous qui êtes des censeurs. Non, ils sont tous des censeurs. Parce que là, je vois une espèce de promotion de l'intelligence artificielle. C'est tellement formidable, c'est tellement fantastique. On a le président de la République, vous m'avez dit qu'on allait en parler. On va en parler juste après. Tout à l'heure, bon, qui nous fait l'éloge de l'intelligence artificielle et dans quel terme, hélas, comme si son intelligence naturelle ne suffisait pas. Mais on nous fait la promotion de tout ça sur le service public. Le soir même, j'ai cru voir vite fait en zappant là que il y a des gens qui cuisinaient, faisaient un plat cuisiné. Alors un le faisait avec l'intelligence artificielle et l'autre le faisait avec son intelligence naturelle. Sous-entendu, la recette de grand-mère, je fais ceci, je fais cela, etc. Là, j'ai 5 produits, qu'est-ce que je peux faire? Et l'intelligence artificielle disait, tu peux faire une salade de tomates. Ben oui, il y avait des tomates, et puis il y avait du sel, il y avait du poivre, etc. On avait besoin d'une intelligence pour ça. Mais ce qui se joue, et je l'ai dit, je l'ai écrit dans un livre qui s'appelle Le fétiche et la marchandise, il y a plusieurs années, je disais, mais il y a un cheval de Troie qui arrive, et on vous dit, mais c'est formidable l'intelligence artificielle. Avec les progrès de la santé, vous nous l'avez dit souvent. Voilà. C'est le traitement du cancer. Oui, le truc catholique. C'est-à-dire, on va faire voir les aveugles, on va faire marcher les paralytiques, on va faire penser les crétins. Alors là, il y a du boulot. Etc., etc. Et on vous dit, mais vous seriez contre ça? On a vu des exosquelettes, on a vu des gens tétraplégiques qui marchaient, etc. Et ça, c'est merveilleux, on est d'accord. Évidemment. Okay. On vous dit, voilà, cancer du sein, vous avez la possibilité de regarder les radios avec un toubib qui va dire, bah ouais, moi j'ai 40 ans d'expérience, je vous dis que, etc. Et puis l'intelligence artificielle vous dit, moi je fais le tour de la planète et toutes les images qui existent et qui sont en stock, je les compare et voilà le type de cancer, voilà le type de soins, ça n'a pas marché. Évidemment, tout ça c'est formidable. Simplement, ce qu'on oublie, c'est que cette intelligence artificielle, c'est pas très bien ou pas bien. Il y a toujours une façon française de voir les choses comme ça, très guerre de religion. Non, c'est comme un couteau. On peut tuer des gens avec un couteau, on peut peler une pomme. Donc avec l'intelligence artificielle, on peut faire des choses extraordinaires. Mais on peut faire des choses catastrophiques quand on rentre ça dans l'école et que des gamins nous disent qu'ils font leur dissertation avec l'intelligence artificielle. Parce que qu'est-ce qu'elle fait? Il y a 80% des copies aujourd'hui qui sont issues de l'IA. Voilà. Et les profs passent leur temps à essayer de vérifier si l'élève connaît bien les mots qu'il a écrits dans sa dissertation qui a été rédigée par une intelligence artificielle. Mais mes amis éditeurs me le disent qu'ils ont ce genre de problème avec les auteurs. Pareil. Les bouquins sont faits exactement de la même manière. Donc aujourd'hui, comment est-ce que vous faites? Alors vous avez des logiciels qui permettent de savoir si ça a été fait avec de l'intelligence artificielle, mais si ça a été fait avec de l'intelligence artificielle, on a des gens qui nous disent oui, mais alors c'est quoi le problème? C'est juste une technique, c'est comme passer au stylo-bille ou passer à l'ordinateur. Non, c'est pas juste une technique, c'est un changement de cerveau. On en parlait tout à l'heure du cerveau, mais c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous allez solliciter l'intelligence artificielle, vous allez solliciter des datas. Mais pas de solidité et d'intelligence. Mais alors, qu'est-ce qu'on fait, Michel? C'est là, elle est là, l'intelligence. Oui. Les gamins y ont accès. Qu'est-ce qu'on fait? On leur apprend à s'en servir intelligemment, pour le coup? Non. On ne peut pas leur interdire. Si. Non. Ça dépend comment. Si c'est à l'école, si, on peut. Et puis si on est des parents, on peut le faire aussi. Quand on a des enfants, je me parlais de mes petits-enfants, mais je veux dire que les petits-enfants, ils ne vont pas avoir de téléphone portable avant un certain âge. Il y a autre chose à faire. En revanche, le livre... c'est là. Le livre à l'école. Pourquoi est-ce qu'on veut absolument éduquer? Parce qu'à une époque, c'était Madame Vallaud-Belkacem qui voulait qu'on enseigne la programmation dans les écoles. Elle n'a pas besoin d'abord... Le codage, oui, le codage, voilà. Je dis bien qu'on apprenne déjà à lire, à écrire, à compter, à penser. Mon vieux père, qui n'est plus là, quand il a quitté l'école à 13 ans, il savait lire, écrire, compter et penser. Il ne faisait pas de faute quand il faisait une lettre et qu'il était capable de s'exprimer. Mais ce n'est plus le cas aujourd'hui, Michel. Mais oui, mais aujourd'hui, les gamins, ils font ChatGPT et leur dissertation sort toute faite. Pourquoi il faut interdire ça? En disant, chez vous, si les parents veulent, vous-même, si vous en avez l'intention, mais pas dans l'école.
À l'école, vous allez apprendre à respecter le livre, l'écriture à la main. Vous avez aujourd'hui, dans certains États des États-Unis, des endroits où on n'apprend plus à écrire à la main. Je vous dis, ça n'est plus nécessaire. Donc, il faut aujourd'hui apprendre au clavier directement. J'entends ce que vous dites, mais aujourd'hui, vous êtes confrontés à ça. Donc, pourquoi ne pas leur apprendre à se servir de cette base de données gigantesque qu'ils nous ont à leur disposition, mais en leur permettant d'écrire, de rédiger, de penser eux-mêmes, par parce eux-mêmes. Que ce sont des crétineries que vous proposez aux enfants. C'est-à-dire que quand vous avez une bibliothèque, vous avez la possibilité d'accéder à un savoir qui a été contrôlé jadis par des éditeurs. Des éditeurs qui faisaient un vrai travail d'éditeur, ils acceptaient un livre parce qu'ils l'avaient lu, ils disaient on prend pas. Ils reçoivent ça et puis ils publient ça. Sauf que quand c'est publié, moins maintenant, parce qu'ils publient du papier. Je veux dire, moi j'ai connu des grands éditeurs à une époque qui, eux, lisaient, disaient oui, et puis voilà. Aujourd'hui, c'est plus du tout le cas. Donc, quand vous allez solliciter Internet, n'importe quoi sur Wikipédia, mais vraiment n'importe quoi. Wikipédia. Eh ben oui, mais donc, c'est ça qui va remplacer l'intelligence. On dit, mais allez chercher sur l'ordinateur, c'est tellement moderne. Mais non, allez chercher dans une encyclopédie. Mais qui a accès aujourd'hui à une encyclopédie, Michel? Ah ben oui, bien sûr. Où sont-elles? Eh ben, il y en avait. Dans quelques bibliothèques et encore. Eh oui, je sais bien. Aujourd'hui, ce qui est accessible au plus grand nombre, c'est Internet. C'est pour ça que je pense que les parents, ils peuvent de temps en temps, ou alors acheter des encyclopédies sur le net qui ne soient pas Wikipédia. Vous pouvez acheter des encyclopédies universalistes, par exemple, qui vous permettront, pour le coup, chez vous, de disposer d'un fonds de livres qui sont sur votre ordinateur. Mais pas du tout cette prétendue encyclopédie prétendument participative, où moi, les sottises qui sont dites sur mon compte, je ne peux même pas y accéder. C'est vrai que ça, c'est vraiment un site à bannir. Mais, encore une fois, voilà, il y a un fait, il y a une technologie qui déboule, autant apprendre à s'en servir intelligemment. Ça, c'est ma théorie. Mais c'est pas le rôle de l'école. Ah non, c'est pas le rôle de l'école, peut-être. Oui. Par ailleurs, oui. Après, bien sûr qu'on ne peut pas dire tu n'utiliseras jamais l'ordinateur, mais juste faire une pédagogie de l'ordinateur en expliquant ce que c'est que le réel, ce que c'est que le virtuel, ce que c'est que cette espèce de bazar sur le net dans lequel on trouve tout et le contraire de tout, du vrai, du faux, du vraisemblable, de l'idéologique, où il faut se méfier des endroits où prétendument on fait la séparation entre le vrai et le faux, parce que la plupart du temps, ce sont des lieux de propagande. Regardez dans Libération, dans Le Monde, les pages consacrées à la désintox ou à la désinfo ou à l'info, c'est vraiment le lieu de l'idéologie, c'est vraiment le lieu du mensonge absolu, sous prétexte qu'on s'en vient dire la vérité. C'est difficile d'expliquer ça à des enfants. Les parents, moi je vois bien mes parents, ils n'auraient pas pu. Quand vous avez des parents modestes, parce qu'ils travaillent et qu'ils n'ont pas les moyens de suivre intellectuellement la progression d'un enfant au lycée, au collège, à l'université ou une grande école ou je ne sais quoi, eh bien qu'est-ce que vous fêtes? Vous êtes entre les mains des enseignants, dont certains, eux, sont entre les mains des syndicats et trouvent ça formidable. Ces gens-là qui se prétendent de gauche et qui pensent comme le MEDEF sur la possibilité d'un grand marché libre ou cette grande modernité progressiste à la Mélenchon qui suppose effectivement que la créolisation, ça se fait aussi sur le net, etc. Mais au nom de quoi ça se fait? Ça se fait au nom de la disparition de la vérité. Petite pause, Michel Onfray. On se retrouve dans un instant pour la seconde partie de Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. On écoutera le président Macron. Il a fait un petit clip vidéo sur les réseaux sociaux qui vous a beaucoup plu. Hélas. Et on se retrouve sur CNews et sur Europe 1 pour la seconde partie de Face à Michel Onfray. Michel, on continue à parler de l'intelligence artificielle rapidement. Il y a un clip qu'a mis en ligne Emmanuel Macron il y a quelques jours qui vous a fait bondir parce qu'il met en scène des images de lui trafiquées par ordinateur pour nous montrer les dangers justement de l'intelligence artificielle. On écoute un petit extrait et on en débat. Je fais cette petite vidéo pour essayer de vous remonter le moral. C'est quand même une dinguerie, tu vois. Mon monsieur. Prends ensuite tous les cheveux qui restent sur le côté droit. La techno a une culture à part entière. On est attaché à la bagnole. On aime la bagnole. Et moi, je l'adore. Et tu voudrais qu'elle soit ta reine ce soir. Luxe, n'hésite pas à t'abonner pour plus de vidéos. Bisous, mes petits loups. Bien joué. C'est assez bien fait, ça m'a plutôt fait rire. Mais plus sérieusement, avec l'intelligence artificielle, on peut faire de très grandes choses. Changer la santé, l'énergie, la vie dans notre société. Et donc la France et l'Europe doivent être au cœur de cette révolution pour saisir toutes leurs chances et pour pousser aussi les principes qui sont les nôtres, ceux en quoi nous croyons. C'est le but de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle. C'est dès demain à Paris. Alors je compte sur vous. Ok, là c'est bien moi. Voilà pour cette vidéo, ce petit clip qui a été mis sur les réseaux sociaux, justement pour démontrer les dangers de l'intelligence artificielle. Je vois à votre tête, et je le dis pour nos auditeurs, que cela ne vous convainc pas, Michel.
Ça me convainc surtout que c'est un petit garçon, quoi. C'est narcissique, et si on parle de moi, c'est formidable, quoi. C'est tout. Voilà. C'est même si on parle de moi quand je suis déguisé en femme, même si je me fais des couettes, même si je suis peroxydé, même si je suis travesti en je sais pas quoi, en drag queen, j'en sais rien. Enfin, je m'aime tellement que tout me. Ça n'a pas de vertu pédagogique pour vous. Qu'il fasse un peu usage de son intelligence naturelle, on verra quelles sont ses limites. Pour le coup, je pense que d'ailleurs on les voit déjà assez. Et puis qu'il fasse une démonstration verbalement du danger. Et puis on n'a pas besoin ou qu'il le fasse avec autre chose, mais et qu'il passe commande de quelque chose à ses équipes, je sais pas, mais pas lui mis en scène. Voilà, encore pas la mise en scène de sa propre personne. Lui, quoi. C'est son narcissisme en permanence, cette façon de dégrader la fonction en permanence, quoi. Il n'a pas compris, il n'a rien compris à la fonction. Il ne sait pas ce que c'est que le peuple souverain. Il ne sait pas que son pouvoir, il ne le doit pas à son génie, à sa beauté, à ses couettes ou à ses cheveux peroxydés, qu'il doit sa souveraineté au vote populaire. Donc que finalement, ça donne des devoirs et pas des droits. Ça donne pas les droits de s'habiller en femme et de se dire « Ah, je trouve ça assez drôle ». Ça donne le devoir de dire... C'est pas lui qui s'habille en femme. Non, mais qu'il laisse faire ça, qu'il laisse les autres faire ça, mais qu'il aille lui-même chercher. Personne ne serait allé voir ça sinon. Toute la France le voit, là. Toute la France le voit. C'est le chef de l'État lui-même qui dit vous avez vu comme je suis belle avec mes couettes. Et justement, en temps normal, vous savez, j'en porte pas de couettes. Hein, donc c'est dangereux, l'intelligence artificielle. Ben oui, on s'en doute bien. Mais c'est dangereux, non pas parce qu'on le voit avec des couettes, parce que bon, point de suspension. Mais ce qui est dangereux, c'est justement que ça fabrique le cerveau des enfants dont nous parlions tout à l'heure. C'est ça qui est problématique. Mais ça, alors, oui, bien sûr, on peut dire la santé, le ceci, le cela, la recherche, les médicaments. Oui, c'est ça. Mais c'est aussi beaucoup de sottises. Dès que vous disposez d'un téléphone portable et que vous avez une application d'intelligence artificielle, vous pouvez tout faire et le contraire de tout. Vous pouvez tout inventer. Aujourd'hui, tout le monde est journaliste. Vous pouvez fabriquer un faux. Hélas. Oui, vous n'avez même pas besoin de... Tout le monde est écrivain aussi. Ben oui, et tout le monde est penseur, tout le monde est journaliste. Il y a des gens qui font des papiers, moi j'en connais, des gens qui publient des livres et qui ne les ont pas écrits, mais qui pour le coup se mettent à faire fonctionner l'intelligence artificielle là-dessus. Et qu'est-ce que vous voulez ? C'est une espèce d'imposture généralisée et elle est bénie par ce monsieur qui nous dit c'est formidable, c'est bien fait, ça me fait rire, c'est assez drôle. Non, c'est pas drôle du tout. Et puis cette magnifique journaliste indienne qui a le front de lui dire non, c'est pas drôle. C'est pas drôle. Heureusement qu'elle était là. Heureusement qu'elle était là. Vous avez d'ailleurs, vous nous avez amené un petit dessin de votre ami Chonu. Je vais le décrire pour nos auditeurs. On voit le général de Gaulle avec une fausse crête blonde, avec une casquette rouge retournée façon rappeur, qui se peigne les cheveux. Puis on vous voit juste en bas dire vous imaginez le général de Gaulle. C'est vrai. C'est la mise en abîme est assez géniale. Oui. D'abord, il a beaucoup de talent. Et puis, on aime le général de Gaulle tous les deux, comme son père, Pierre Chonu, aimait le général de Gaulle. Et oui, évidemment, alors on ne va pas toujours le faire parce que ça n'a pas servi à François Fillon, jadis en son temps, vous imaginez, général de Gaulle dans un examen, etc. Il ne faut pas s'en servir à toutes les sauces, mais oui, les très rares photos du général de Gaulle dans l'intimité, et il reste le souverain qui sait qu'il est souverain. C'est-à-dire qu'il y a des très belles photos, moi, qui me mettent les larmes aux yeux avec sa petite fille handicapée. Anne. Oui, et elle a été faite, cette photo, et voilà, mais il n'y en a pas d'autres. Quand vous avez une photo de famille, il est costumé, cravaté, et puis tout le monde est là, et il y a la bouteille de champagne Drapier, et puis, mais on sait très bien que c'était une demi-heure pour le repas, parce que voilà, l'intendance, il faut manger, et puis voilà, faut pas passer du temps à table, etc. Donc évidemment, on a changé de monde, mais on n'est pas tenu d'être un héros. Il y en a un par siècle des héros comme le général de Gaulle, mais on n'est pas tenu non plus d'être un... Alors voilà, on a compris l'allusion que vous alliez faire. Alors d'accord, je retiens mon mot. On va avancer, Michel. Autre thème mais qui est lié à Emmanuel Macron, c'est sa proposition de nommer Richard Ferrand, un de ses plus proches amis, pour la présidence du Conseil constitutionnel. Compagnon de route de la première heure d'Emmanuel Macron. Il y a eu beaucoup de polémiques sur le fait que voilà, on nomme encore un copain plutôt qu'un juriste. Bon, il est titulaire d'un doc de droit. C'est tout à fait honorable, mais est-ce que ça suffit en matière de compétences ? On va juste écouter Marine Le Pen qui dit que c'est une erreur, que l'instance du Conseil constitutionnel devrait être un vrai cénacle juridique. Je n'approuve pas la dérive qui consiste à systématiquement nommer des politiques au Conseil constitutionnel. Voilà. Le Conseil constitutionnel n'est pas une maison de retraite de la vie politique, et le Conseil constitutionnel se doit d'avoir au moins une apparence de neutralité.
Bon. Maintenant, c'est une dérive qui s'est installée. Chacun nomme un politique, en fait, de son choix. C'est le choix d'Emmanuel Macron, c'est le choix de la présidente de l'Assemblée nationale, c'est le choix du président du Sénat. Donc on a aujourd'hui un cénacle qui va être exclusivement politique, alors que c'est un cénacle qui est censé être un cénacle juridique. Voilà pour Marine Le Pen. Michel Onfray, il y a une dérive de ces instances qui surplombent notre droit, Conseil d'État, Conseil constitutionnel, Cour de cassation, puis après on parlera de celles qui sont supranationales. Oui, retour au général de Gaulle, c'est le vrai Conseil constitutionnel, ça s'appelle le Congrès. C'est l'Assemblée nationale et c'est le Sénat, c'est-à-dire que c'est une espèce d'état de droit du genre, il y a un texte de loi et puis on n'y touche pas. Mais heureusement qu'on touche au texte de loi. Il y a une époque, les femmes qui faisaient des avorteuses, comme on disait, les faiseuses d'anges, on leur coupait la tête. Et aujourd'hui, on les rembourse par la sécurité sociale, avec la sécurité sociale. Donc heureusement que les lois changent. Il y a une époque où on décapitait les gens et aujourd'hui, la peine de mort est abolie. Donc la loi, c'est le peuple. C'est le peuple qui fait la loi. La Constitution, c'est le peuple qui fait la Constitution. Donc aujourd'hui, on fait l'économie du peuple. Nous ne sommes plus en démocratie depuis 2005. Depuis 2005, où le référendum qui a été proposé aux Français sur le traité constitutionnel a été sanctionné. Les Français ont dit « nous n'en voulons pas ». Et en 2008, on leur a dit « vous l'aurez tout de même ». Le Conseil constitutionnel, il n'a pas estimé que c'était anticonstitutionnel de dire qu'on jetait à la poubelle le résultat d'un référendum pour le faire accepter par les congressistes, enfin les députés, les sénateurs. Ça, c'était pas anticonstitutionnel. Donc c'est un organe politique, le Conseil constitutionnel. Bien sûr que c'est un organe. Ça n'est qu'un organe politique. C'est exactement la même chose en 1992 au moment du traité de Maastricht. On détruit la souveraineté nationale. La Constitution, ça gêne personne à l'état de droit. La France est souveraine. Et là, d'un seul coup, avec Maastricht, on dit non, elle n'est pas souveraine, elle est secondairement souveraine. La souveraineté, c'est d'abord l'Europe supranationale. C'était pas anticonstitutionnel, ça ? Ah ben non, c'était pas anticonstitutionnel du tout. En revanche, tout ce qui n'est pas progressiste, mettons ça entre guillemets, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas wokiste, tout ce qui n'est pas déconstructionniste, etc., alors là, ça passe par les fouches-coudines de tous ces gens-là, 16 000 € par mois, qui nous disent « Ah, mais c'est pas constitutionnel ». Évidemment, avec un doc de droit, vous pouvez être compétent. Moi, je n'irai pas chez un médecin qui aurait un doc de médecine. Hein. Je ne me ferai pas opérer par un chirurgien qui aurait juste fait 2 années de chirurgie. Si je devais avoir une tumeur au cerveau, je demanderais qu'il ait fait au moins des études jusqu'au bout. Donc c'est le peuple qui devrait être le Conseil constitutionnel. Et on voit aujourd'hui que l'économie du peuple, elle est totale. À chaque fois que Macron perd une élection, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit qu'il a gagné. À chaque fois qu'il perd une législative, il dit je vais nommer des gens qui sont de mon bord. Et on a bien vu, il nomme une fois Barnier, il nomme une fois Bayrou, c'est-à-dire très exactement le contraire de ce que les gens ont voulu. Ils n'ont pas voulu de ça. Ils ont voulu soit Marine Le Pen, soit Jean-Luc Mélenchon, mais sûrement pas ces gens-là. Donc oui, il y a plein d'instances aujourd'hui qui interdisent la démocratie. Puis je ne parle pas des médias du système qui justement fabriquent l'idéologie, fabriquent influencent les élections. Alors on dit oh là là, mais on ne les connaît que trop bien. Mais oui. En Roumanie, vous vous rendez compte, les Russes, ils sont intervenus, etc. Mais dans les élections françaises, vous n'avez pas l'impression qu'il y ait d'autres pays ou d'autres individus qui interviennent pour faire une propagande massive. Donc on fait l'économie du peuple depuis 2008. Et ces instances sont présentées comme des instances qui peuvent fabriquer la démocratie. Et là, on ne parle que des instances nationales. Parlons de la Cour européenne des droits de l'homme, la Cour de justice européenne, qui, pareil, sont, en fait, ont assis une primauté de leurs droits sur le droit national. Oui, bien sûr. Et là, il faut des gens dociles et soumis pour ça. Alors évidemment, un sous-doué du droit, là, mais en même temps, ce monsieur, quand même, il faut lire Le Canard enchaîné, les archives que le Canard lui a consacrées, mais il y a eu des problèmes avec la Mutuelle de Bretagne. Comme par hasard, il y avait L'affaire a été prescrite. Eh oui, elle a été prescrite, mais la prescription, d'accord, ça fait que c'était prescrit, mais ça ne veut pas dire forcément que sur le terrain de la morale, voilà. Et comme par hasard, il y avait une dame dans cette aventure, là, qui s'est trouvée promue, elle aussi, au Conseil constitutionnel. Elle a été nommée par qui ? Par Richard Ferrand, qui à l'époque était président de l'Assemblée nationale. Étonnant quand même tout ça. Hein. Donc il n'y a pas beaucoup de morale. C'est normal, M. Acquette, là, quand il a nommé son copain, il n'a pas forcément envie d'avoir un juriste constitutionnel qui aurait fait une thèse sur les racines du juste naturalisme français dans la Constitution de la République française. C'est pas ça le souci de ces gens-là. C'est justement de régler le problème de Marine Le Pen. C'est ça le problème. C'est qu'est-ce qu'on va faire de cette femme si vraiment le peuple veut vraiment voter pour elle. Il faut encore qu'on ne puisse pas faire de telle sorte que ça ait lieu. Je rappelle qu'à l'époque de François Hollande, Manuel Valls avait fait savoir qu'ils s'étaient rencontrés tous les deux pour voir comment annuler une élection dans laquelle Marine Le Pen aurait été élue. Bonjour les démocrates.
Bonjour démocrate. Manuel Valls, on voit où il est. Tous ces socialistes, socialistes quand même, tous ces gens-là, Ferrand, etc., et Borne et quelques autres, ils sont tous là en train de se dire comment est-ce qu'on peut faire si jamais les gens finissent par voter pour elle pour qu'elle ne soit pas élue. Alors d'abord, on commence par le fait qu'elle ne soit pas éligible. Comme ça, c'est formidable. On dit, elle n'est pas candidate et risque pas d'être élue. Puis après, si elle est élue, on va trouver un truc. Et puis je rappelle quand même que M. Ferrand, il a quand même pas mal de choses à son actif, y compris celle d'avoir dit que ce serait bien que Emmanuel Macron fasse un troisième mandat. Il avait proposé étonnant, cette quand même, réforme constitutionnelle. Alors, on peut très bien imaginer que des gens laissent faire un peu le bazar et qu'on puisse dire, mais il y a un article 11 qui nous permet de dire, ah mais la France est en danger, ce serait bien que peut-être pour éviter le fascisme, nous puissions annuler le résultat d'élection et permettre peut-être à Emmanuel Macron, parce que là c'est un cas constitutionnel. Je vois bien tout ça gros comme une maison. Et exactement comme l'intelligence artificielle qui est une invitation à faire l'économie totale de son cerveau, là vous avez une façon de faire l'économie totale du peuple. Et tout ça se fait sans problème, sans difficulté. On est face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1. Un tout petit mot du président Trump, parce qu'on regarde beaucoup ce qui passe aux États-Unis, Michel. Il multiplie les déclarations choc. Il met en scène, évidemment, sa volonté de couper dans les dépenses publiques fédérales. On va juste écouter Elon Musk, qui est celui qui est chargé dans le gouvernement de Trump de faire ces coupes claires. Écoutez comment il justifie son action. Réduire les dépenses fédérales n'est pas une option, c'est essentiel. Il est essentiel que l'Amérique reste un pays solvable et il est essentiel que l'Amérique ait les ressources nécessaires pour fournir des choses à ses citoyens et non pas pour uniquement rembourser de gros montants de dettes. Qu'est-ce qui vous frappe quand on entend Elon Musk qui dit voilà, il faut que l'Amérique soit solvable, tout doit être chiffré, il faut du protectionnisme au fond, parce que c'est ça qu'est en train d'installer Donald Trump, Michel? Ce qui m'étonne, ce sont d'abord les images. C'est un chef de l'État qui est assis et qui ne dit rien, et l'autre avec sa casquette, là, et son fiston qui touche à tout, bouton nucléaire, et je trouve ça assez sidérant. Assez dérangeant. Oui, c'est très dérangeant, d'une part. D'autre part, moi j'ai beaucoup lu sur Musk, ses gestions ne sont pas terribles à lui, comme chef d'entreprise. Il est génial, il invente des trucs, il a des projets civilisationnels, des projets de société, ça c'est certain. Mais sur le reste, il est quand même très aidé par l'État. Très aidé par l'État. C'est-à-dire que il a carrément remplacé la NASA ou presque, oui. Voilà. Donc, vous dites, les libertariens, dans ces cas-là, ça va, quoi. Les libertariens qui nous disent, laissez faire le marché, plus besoin de fonctionnaires, etc., etc. On dit, oui, d'accord, très bien, mais commence par toi. C'est-à-dire que tu n'es pas capable toi-même, pour faire d'envoyer tes fusées dans l'espace, il faut que tu travailles avec la NASA, c'est-à-dire avec l'État. Donc on ne fait pas plus coopératif avec l'État. Donc ce discours des libertariens, il est fort sympathique sur le papier, mais dans la réalité, il est extrêmement brutal pour les gens simples et les gens modestes qui ont besoin qu'on les protège. Le protectionnisme, c'est pas juste de dire... C'est un repli sur soi, le protectionnisme, évidemment. Ou pas. Parce que le dépend. général de Gaulle était pour une économie libérale, mais il assimilait le protectionnisme à un repli sur soi, mortifère et défaitiste. Ça dépend de la configuration. Je ne sais pas dans quelles circonstances il dit ça, le général de Gaulle, mais lui, il faisait passer la France d'abord. Et l'économie après. Alors ça ne veut pas dire que l'économie, pour autant, il estimait que c'était rien. Il y avait Jacques Rueff qui a fait des plans extraordinaires et qui lui ont permis d'obtenir ce qu'il voulait. Il disait, c'est de l'intendance, vous me faites ça. Et puis l'économiste, il faisait le boulot. Mais un libéral, pour moi, c'est quelqu'un qui pense que le marché doit faire la loi. Je ne suis pas libéral. Je ne pense pas qu'à l'hôpital, le marché doit faire la loi. Que dans le renseignement, l'argent doit faire la loi. Que à l'école, le marché doit faire la loi. C'est pas possible. C'est la France qui doit faire la loi. C'est la santé publique dans les hôpitaux, c'est l'instruction publique dans les écoles, et c'est pas de dire on a fait du business ou des économies. Donc des économies, on peut en faire, mais c'est très facile. Moi, je suis pas très doué, mais je veux dire, vous avez une colonne de recettes, une colonne dépenses, et il y a plein de dépenses quand vous êtes vous-même chef de famille et que vous gérez le problème de la maison, vous dites ça non, etc. D'abord, toutes les aides qu'on donne à des pays qui n'en ont pas besoin. On commence à dire là, on va pouvoir taper sur ce terrain. Donc le problème, c'est pas taxer. La gauche, c'est on taxe, encore un nouvel impôt. Et puis voilà. Et puis la droite qui dit non, libéralisons le tout, puis supprimons les... Non, il y a un moment donné, on se dit il y a des dépenses, ces dépenses-là, on ne les fait plus. Eux, ils sont à la tronçonneuse, ils sont comme Milei. Milei, l'Argentin. Oui, vous allez faire comment si vous avez des enfants à envoyer à l'école, si vous avez un mari ou une femme avec un cancer, si vous avez des grands-parents qu'il va falloir aider, etc. Tant pis. Ah non, ça c'est pas acceptable. Donc le protectionnisme, c'est aussi de dire il y a la France, il y a les Français, on pense à eux d'abord. Et le général de Gaulle est peu suspect de ne pas avoir pensé à la France et aux Français d'abord.
fait. Et puis il a mis l'économie au service de la France. Et il y a des moments où c'est un pragmatique, le général de Gaulle. S'il pense que le protectionnisme sert la France, il est protectionniste. S'il pense qu'elle ne sert pas la France, il ne l'est pas. Justement, Michel, on a une étude récente d'un observatoire, CTLM, pour une banque française, BNP Paribas, qui montre que le moral des Européens se redresse, mais en France, où il y a une incertitude politique assez notoire, eh bien, au contraire, ce moral plonge. Alors, les Français interrogés ne sont pas inquiets pour eux, à titre individuel, ils sont inquiets pour l'avenir de leur nation et de leur pays. Ça vous parle, j'imagine. Vous comprenez ce pessimisme ? Alors, d'abord, vous me l'apprenez, et ça me réjouirait, parce qu'il y a une espèce de France profonde qui aime sa France. Et c'est ça qui est touchant. Moi, je suis toujours très ému dans les villages de voir les commerces fermés, de voir les trucs en déshérence. Comme ça, je me dis que ça témoigne d'un passé qui a existé. Alors, je ne suis pas nostalgique en disant refaisons un passé à l'ancienne. Il n'y a rien de plus ridicule que ça. Mais l'amour de sa région, de son territoire, de sa commune, cette façon de fabriquer aujourd'hui, il y a quelque temps avec Hollande, mais des communautés de communes qui ont détruit le tissu communal. La commune, c'était quelque chose d'extrêmement intéressant, y compris sur le terrain politique. Il n'y a pas eu que la commune de Paris. Aujourd'hui, il n'y a plus de communes, il y a des communautés de communes. Il y a des gens qui ne viennent d'ailleurs pas, qui touchent des jetons quand même. Et puis, mais c'est fini, le maire qui prenait un café avec tout le monde. Ah, dis donc, t'as vu, il faudrait nettoyer le chemin, là, parce que c'est pas... Ah bah oui, t'as raison, je vais demander au cantonnier, etc. Il y avait une façon politique de faire... une façon de faire une politique locale avec la commune qu'on ne peut plus faire. Et les gens sont nostalgiques de ça, d'un pouvoir réel. On va voir le pouvoir. On dit au maire, au conseiller municipal, c'est direct. Là, on dit, mais c'est qui ? C'est la communauté de communes qui a décidé de... Puis il y a des papiers, des dossiers incroyables, etc. Mais les gens aiment leur paysage, ils aiment leur tradition. On voit bien d'ailleurs à chaque fois qu'il y a des émissions de télévision sur la gastronomie, sur les paysages, sur les balades. Le plus beau village de France. Voilà, sur le ski, sur les balades, sur la natation, sur les trucs, etc. Et les gens aiment ça, parce qu'il y a un amour de la France chez les Français qu'on mésestime, parce que les gens qui nous gouvernent sont des urbains. Ce sont des gens qui pensent qu'ils sont plus à l'aise, c'est ce que disait Raphaël Glucksmann, plus à l'aise à Manhattan que dans le Cantal. Justement, ça m'amène au salon de l'agriculture qui va démarrer dans quelques jours pour parler de la ruralité. Il y a un certain nombre d'initiatives qui sont prévues. La coordination rurale, m'avez-vous dit, qui a progressé d'ailleurs significativement dans les élections syndicales récentes par rapport à la FNSEA, a prévu d'inviter l'Union française des pêcheurs artisans pour mettre en place des actions conjointes, une espèce d'union entre les paysans et les pêcheurs. C'est ça le vrai front populaire. C'est-à-dire cette façon d'en appeler aux gens qui s'en prennent plein la figure. Il y a eu jadis, on a un peu oublié, mais les bonnets rouges à Carhaix, avec le maire de Carhaix, c'était formidable. C'est tombé aussi. Il y a eu les gilets jaunes qui ont été détruits par une espèce de coalition Macron-Mélenchon et qui ont infusé tout ça avec des black blocs pour détruire un peu le désir des gilets jaunes de porter un certain nombre d'idées. Et c'est bien parce que je pense qu'ils fédèrent de leur côté. Ils disent, ben voilà, maintenant les paysans... Les marins-pêcheurs, qui sont des gens d'un courage incroyable, qui sont endettés comme ça n'est pas possible, qui partent sur la mer alors qu'elle est assez déchaînée, mais ils disent je ne peux pas rester à la maison parce que si je ramène pas de pêche, je vais pas pouvoir pêcher. Ils subissent toutes les folies européennes. Mais bien sûr. Et puis après, on leur dit « Ah, mais attendez, il va falloir épargner les dauphins, donc vous ne sortez pas, on va vous donner de l'argent. » Mais ils disent « On n'est pas des assistés, ils ne sont pas des assistés. Ni les paysans, ni les marins-pêcheurs ne sont des assistés. Ce sont des gens qui ont le sens du travail bien fait. Parfois, ils font ça depuis 2 ou 3 générations. Ils ont parfois hérité d'un bateau. Et puis, ils aiment bien apporter leur pêche et disent « Non, on veut travailler. Nous, on ne veut pas rester à la maison en disant « On est tranquille, faites-nous un chèque. » Et donc, l'idée qu'ils puissent s'associer, je trouve ça très bien. Et s'ils pouvaient associer encore d'autres personnes, les routiers, par exemple, c'était le début des bonnets rouges aussi à l'époque. Les bonnets rouges. Et quelques autres. Retrouver les gilets jaunes de l'origine, plutôt que ceux qui ont été contaminés par le gauchisme culturel, je dirais. Oui. Et là, on se dit, si après tout, ça partait du salon d'agriculture, qui est l'endroit le moins parisien de Paris, quand même, quand ça a eu lieu, le salon d'agriculture, quand ça a eu lieu. C'est pour ça que c'est chouette. Oui, je trouverais ça très bien. Puis là encore, je parlais tout à l'heure de gastronomie. Quand vous y allez, vous avez des tablés incroyables, des gens qui... Vous irez faire un tour au prochain salon ? J'y étais la dernière fois, j'ai pas prévu d'y aller. On essaiera d'y aller. Avec plaisir. On essaiera d'y aller, on verra. Et puis j'en profite, on reparlera la semaine prochaine du Salon de l'Agriculture. J'en profite pour montrer et à dire à nos auditeurs le titre de votre prochain livre, et ça vaudra presque une émission entière, Michel. L'autre collaboration, les origines françaises de l'islamo-gauchisme, c'est aux éditions Plomb. Alors là, on en a souvent parlé sur ce plateau, mais là, vous faites carrément un livre complet là-dessus, en 30 secondes, parce qu'il nous reste peu de temps. C'est vraiment, depuis le
le début de l'histoire, l'origine de l'islamo-gauchisme. Au XXe siècle, oui. C'est-à-dire que, voilà, parce que bon, on pourrait faire quelques volumes en partant sur les siècles précédents, mais il y a une mythologie qui consiste à dire, à droite, c'était des antisémites, ils ont collaboré, et puis à gauche, c'était des philosémites, et voilà. Et y compris à partir de l'affaire Dreyfus, c'était pas du tout comme ça que ça s'est passé. Et je l'ai montré plein de fois avec des papiers divers et multiples. Là, j'ai voulu faire un livre en disant, on démarre avec le philosophe Alain, on finit avec un autre Alain qui est Badiou, et puis on passe par Sartre, par Beauvoir, etc. Et simplement, j'ai découvert des textes tellement effrayants, des citations vraiment tellement effrayantes que je n'ai pas été étonné que les éditions Gallimard m'interdisent d'acheter les citations de Sartre, de Beauvoir, de Foucault, tellement elles sont Jeunet, confondantes, de Deleuze pour les éditions de Minuit, parce qu'il y a chez Jeunet l'éloge de la Gestapo, l'éloge, etc. Enfin, Jeunet, grande figure de la gauche, hein. Et on m'a interdit d'acheter les citations. On nous a interdit. Ouais. Donc j'ai fait de la paraphrase et on a encadré ce qui est interdit, juste pour montrer effectivement que l'antisémitisme a été dans l'intelligentsia de gauche pendant la totalité du XXe siècle. Il sort quand le livre, Michel ? Fin du mois. Fin du mois. On y reviendra la prochaine fois. C'est déjà terminé, Michel. C'était passionnant. Merci beaucoup à vous. On se retrouve la semaine prochaine pour Face à Michel Onfray sur CNews et sur Europe 1.